Après un hiver et un printemps particulièrement enneigés, l'été arrive peu à peu sur le massif du Mercantour. Mais déjà, les premières formations orageuses font leur apparition. Poussés par les vents d'Est, les courants chauds venus de Méditerranée remontent la plaine du Var, où la rencontre avec l'air plus frais des sommets des Alpes du Sud vont créer des conflits climatiques engendrant ces orages parfois violents. Les fortes précipitations provoquent par endroits l'érosion de la montagne, constituée comme ici en grande partie de schiste noir. D'ailleurs, l'on peut se demander comment les truites arrivent à survivre. Sans doute remontent-elles les petits ruisseaux moins touchés où elles trouveront l'oxygène nécessaire à leur survie. Sorti lui aussi de sa léthargie hivernale, le hameau de Royan s'éveille peu à peu. Il retrouve quelques habitants supplémentaires venus passer l'été et qui s'en redescendront l'automne venu. Avec un hiver plus précoce, un printemps tardif, la végétation quant à elle se développe plus rapidement comme pour vouloir rattraper son retard. Déjà, les premières fraises sauvages arrivent à maturité. Ces fruits au goût si particulier, comme seule Dame Nature sait faire, rafraîchiront les randonneurs s'aventurant dans le massif du Mercantour. Toute cette humidité est profitable à la faune. Les chamois et cerfs vont retrouver ainsi une herbe abondante après avoir passé l'hiver à brouter quelques maigres buissons. Les marmottes, quant à elles, vont refaire leur graisse après une longue période d'hibernation. Au début de l'été, les vautours fauves venus des gorges du Verdon très proches arrivent sur les sommets du Mercantour. Ils vont participer à nettoyer les cimes de la moindre charogne.
Le gypaète, quant à lui, finira le travail en se chargeant de faire disparaître la plupart des ossements restants. Venus pour la plupart des départements du Var et des Bouches-du-Rhône, après avoir effectué une transhumance qui de nos jours se fait par camion, les troupeaux de moutons font une courte halte autour du hameau. Ensuite, ils retrouveront la haute montagne où ils n'en redescendront que la fin du mois de septembre venu. Le berger va passer ainsi plus de 2 mois auprès de ses bêtes, dormant la nuit dans ses petites cabanes, confort sommaire, sans eau ni électricité, ne descendant au village que pour le réapprovisionnement. Le soir venu, les troupeaux seront parqués et ce sont les chiens patous qui assureront la protection des bêtes contre ce grand prédateur qu'est le loup. Malgré toutes ces mesures, les éleveurs subissent chaque année de lourdes pertes causées par les attaques des loups. Existe-t-il une protection plus efficace? Peut-on demander plus à ces hommes et femmes qui sont pour la plupart des passionnés, qui ont à cœur de bien faire leur travail et qui sont bouleversés lorsqu'ils subissent une attaque? La question reste posée. Pourtant, il faudra bien que l'homme et le loup réapprennent à vivre côte à côte. Faute de quoi, il y aura un perdant. Et il n'est pas certain que le perdant soit celui que l'on croit.